Bonjour tout le monde, bienvenue à l'événement Court-Circuit 15 minutes avec Michael Fortier, présenté par Tesla Relations publiques. Mon nom est Kate Monfette et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir M. Michael Fortier. Vous le connaissez probablement comme un ancien ministre fédéral, mais il est maintenant, le titre exact, c'est vice-président du conseil de RBC Marché des capitaux depuis 10 ans maintenant. Juste spécifier que M. Fortier est là à titre personnel et non pas au nom de son employeur aujourd'hui. Donc, c'est ses opinions personnelles qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, le centre-ville de Montréal, c'est notre sujet d'aujourd'hui, sa relance et son avenir. Le centre-ville a eu une difficile année. On l'a tous constaté. Il y a des chiffres qui sont sortis le mois dernier. Là, un commerce sur 4 qui avait fermé ses portes, 92% d'écoles blancs qui pensaient rester en télétravail à la maison avec des tours à bureaux qui se sont désertés. Le milieu de l'hôtellerie aussi qui est très vocal, qui est en crise, qui sort un peu en manifestation pour dire qu'il faut que ça reprenne. On a même voulu inciter les gens à revenir au centre-ville avec des stationnements gratuits les soirs et les week-ends. Par contre, il y a certains magasins qui prennent le pari de miser sur le centre-ville encore. On a vu Uniqlo qui est ouvert au centre-ville. On a vu aussi le magasin Gosselin Photographie qui ouvre dans les anciens bureaux de Musique Plus. Donc, il y en a qui y croient encore. Je crois que vous faites partie de cette catégorie-là, M. Fortier. Ben, c'est-à-dire que moi, je ne suis jamais parti. Je suis resté au centre-ville pour y travailler. J'ai encore 3 adolescents à la maison. Et bien que j'ai une maison confortable, elle n'a jamais été conçue pour avoir des étudiants, des parents qui travaillent en Zoom. Et moi, je me sentais plus efficace ici à Place Ville-Marie, d'ailleurs, d'où je vous parle aujourd'hui. Donc, le centre-ville, moi, je l'ai vu péricliter, bien entendu. Ici à Place Ville-Marie, Kate, il y a eu des moments avril, mai, et j'exagère à peine, s'il y avait 10 voitures de garées dans le stationnement, il n'y en avait pas une. On a vu une reprise durant l'été qui n'a jamais atteint des niveaux très élevés, mais on le sentait dans l'immeuble, on le sentait autour dans les commerces, que ce soit les restaurants ou les boutiques, qui avaient un petit peu plus d'activité, mais ça demeurait modeste. Et moi, ce que j'aime de votre sujet aujourd'hui, c'est que contrairement, et je vais vous dire, les signaux d'alarme des politiciens, de la Chambre de commerce, je pense, sont importants, mais moi, je ne partage pas leur pessimisme par rapport au centre-ville. Moi, je pense que le centre-ville va renaître tout naturellement pour toutes sortes de raisons, et il va renaître en phases différentes. Et dans les tours, comme celle-ci à Place Ville-Marie, est-ce qu'on retrouvera 100% d'occupation comme on avait en février dernier? Probablement pas, mais c'est certainement pas la catastrophe que certains appréhendent. Moi, je suis beaucoup plus optimiste. Parfait. Donc, vous, votre expérience, c'est ça. Vous avez décidé de rester au centre-ville, de revenir quand même. C'était juste pour des raisons là, de logistique avec la maison ou c'est parce que vous pensez que les gens, davantage de tours à bureau auraient dû continuer d'accueillir leurs employés? Non, c'était honnêtement pour des raisons personnelles parce que au moment du déconfinement, au moment du confinement, donc quand on a dû tous rester à la maison, le milieu bancaire dans lequel je suis était un service essentiel, donc certains d'entre nous pouvions venir au bureau. Mais je vous dirais que même au moment où les règles se sont assouplies, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de rester à la maison pour plusieurs raisons. Un, parce que je pense que les gens ne se sentaient pas à l'aise, et encore aujourd'hui, c'est le cas, de prendre le transport en commun. Si vous remontez au mois de mai, là, tout le monde porte un masque aujourd'hui, mais avril et mai, rappelez-vous ce débat. Tous les jours, le docteur Arruda, oui, M. Legault, non, peut-être. On l'a vécu, on est devenus tous des experts sur le masque qu'on porte maintenant tous et chacun. En plus, les gens ont découvert, plusieurs personnes ont découvert qu'elles pouvaient être efficaces à la maison. Et je pense que les entreprises se sont surpris à pouvoir opérer. Le centre-ville, comme vous le savez, c'est peuplé par énormément d'entreprises de services. Et je pense que celles-ci ont réalisé, à leur grande surprise, parce qu'il n'y a jamais eu de tests, on fait des tests d'alarme de feu dans les immeubles au centre-ville, mais le test de la pandémie, on ne l'a jamais fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensaient que leur système informatique n'allait pas survivre à avoir des centaines, des milliers d'employés qui étaient sur le réseau depuis leur maison. Puis, au fil des mois,
la catastrophe ne s'est pas produite. Et donc, je pense que ces deux éléments, de travailler de la maison, le transport en commun, puis il y en a aussi qui avaient des jeunes familles, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Donc, quand vous regardez là, tous ces éléments, je pense que ça peut expliquer pourquoi, même lorsque le déconfinement a eu lieu, même lorsque l'été est arrivé et qu'on avait des cas de COVID qui étaient beaucoup moins importants qu'aujourd'hui, je pense que ça peut expliquer pourquoi, même à ce moment, les gens ne sont pas revenus au centre-ville. Puis justement, au niveau du transport en commun et des tours à bureau, trouvez-vous qu'il y a eu un manque de données sur l'impact de ces deux éléments-là dans la propagation? On entend beaucoup parler des chiffres, d'où ça vient, mais est-ce que vous trouvez qu'on n'entend pas assez parler justement pour rassurer les gens au niveau du transport en commun puis des tours à bureau? C'est comme deux éléments dont on entend moins parler peut-être. Oui, mais savez-vous, Kate, je pense qu'il y avait, honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de mesures qui auraient pu être mises en place pour que les gens reviennent au centre-ville, sauf la mesure ultime, puis c'est celle qui est au coin de la rue, là, et c'est le vaccin. Mm-hmm. Je pense qu'il y a, pour plusieurs personnes, et je les comprends, il y avait trop de risques entre le point A, qui était leur demeure, et le point B, qui était le travail. Et même lorsque les cas de COVID étaient dans les quelques centaines durant l'été, il y avait toujours cette inquiétude. L'immeuble où je suis, qui fait le ménage, les co-travailleurs, il y avait des contacts qui pouvaient se faire, pas juste dans le transport, mais aussi au bureau, dans les lobbies des grandes tours. Donc, je pense que tout ça a joué, ça a eu un effet psychologique sur les Montréalais. Et comme ils réussissaient à être efficaces de la maison, je pense qu'une grande majorité d'entre eux ont choisi de rester à la maison. Et ça m'amène à mon point au début. Moi, je suis confiant que le centre-ville va renaître. On ne peut pas, j'imagine pas le centre-ville pas renaître. Un, parce qu'il y aura un vaccin. Deux, on a beaucoup de concitoyens qui habitent au centre-ville maintenant. C'est plus le Montréal d'il y a 15 ans. Toutes les tours autour de moi que je regarde de ma fenêtre, il y en a plusieurs qui n'étaient pas là avant. Et ce n'est pas juste des tours à bureaux. Il y a des gens qui habitent dans le quadrilatère. Et donc, eux il y a des commerces de services qui doivent les desservir, pandémie par pandémie. Et donc, ces gens-là iront pas en banlieue. Oui, certains d'entre eux iront. Est-ce que les jeunes couples vont s'acheter une maison pour le COVID-20 ou le COVID-23 pour être sûr d'avoir un bureau? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que les jeunes couples qui ont choisi de vivre au centre de l'île, qui ont choisi de vivre sur l'île, je pense qu'il y a des gens qui adorent vivre au centre-ville. Ils y travaillent, et ils y habitent et ils s'y divertissent aussi. Toute l'infrastructure des arts, des spectacles, on ne déménage pas ça. Le Centre Bell, il va rester où il est. Le quartier des spectacles va rester où il est. La maison symphonique ne changera pas d'endroit non plus. Et donc, tout ça, c'est un pôle qui continue à attirer pas juste des touristes, pas juste des gens qui habitent à Dorval ou à Longueuil ou à Laval. C'est un pôle d'attraction pour ceux qui veulent habiter au centre-ville. Alors, le dernier élément qui manque, c'est ceux qui travaillent dans les tours. Parce que ceux qui travaillent dans les tours font vivre beaucoup de gens du lundi au vendredi. Font vivre des gens dans les restaurants, font vivre des gens dans les petites boutiques. Et ceux-là, je pense qu'ils vont arriver après. Ils vont arriver après tout le monde. Mais moi, j'ai confiance qu'ils vont être au rendez-vous. Donc là, le vaccin arrive, il y a une reprise. Il y avait le sommet de l'immobilier à Montréal dernièrement, il était virtuel évidemment, mais il y a plein de tours de condos qui se construisent. Est-ce que la relance, aussi active soit-elle, va être capable d'absorber toute cette nouvelle offre? Mais puis aussi, ma question, c'est sur quoi Montréal devrait miser dans ses atouts pour être certain qu'on soit compétitif dans la relance? Toutes les métropoles, toutes les villes vont vouloir être agressifs pour avoir des touristes, pour avoir des travailleurs. Comment est-ce que Montréal va se permettre ou va arriver à être compétitif? Mais on l'est déjà. La recette, on l'avait. Mettez-vous en février. Là. En février, on n'aurait jamais eu cette conversation-là. D'abord, vous ne seriez jamais intéressé à moi. Et on n'aurait pas eu cette conversation-là parce qu'il aurait dit, my gosh, le taux de chômage au Québec, je ne me rappelle pas ce qu'il était, 5 points quelque chose. Montréal, peut-être un peu plus élevé, mais Montréal brillait de tous ses feux. Et elle va rebriller de tous ses feux. On a tous les éléments. Oui, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et les gens critiquent beaucoup. Et je pense que
s'il y avait, je vais prendre un exemple où les gens ont beaucoup critiqué, c'est les travaux sur Sainte-Catherine. Moi, je les ai vécus tous les jours. Il faut que je prenne presque un nouveau chemin pour me rendre à Place Ville-Marie. Mais je vais vous dire, pour avoir été dans un gouvernement, et je n'ai rien à voir avec les travaux qui se font maintenant, pour avoir été dans un gouvernement, il n'est jamais facile de mettre en vigueur des mesures qui vont déranger les citoyens, surtout les électeurs. Et je pense que pour Mme Plante, que je ne connais pas, s'il y avait une année, pensez-y, une année où elle devait refaire Sainte-Catherine, ben, c'est cette année. Qui aurait voulu voir Sainte-Catherine totalement refait, impossible d'accès dans une année sans pandémie, où les commerces n'auraient pas pu, on n'aurait pas pu visiter les commerces, on n'aurait pas pu se mouvoir sur Sainte-Catherine, on n'aurait pu pas passer du point A au point B. S'il y avait une année où il fallait le faire, c'est cette année. Une année où, de toute façon, les gens ne venaient pas au centre-ville. Alors moi, je pense que, peut-être que les gens diront, je suis jovialiste. Je ne pense pas. Moi, je suis optimiste. Moi, je vois la prochaine année, je vois l'été prochain. Je vois un été où, avec un peu de chance, on retrouve nos festivals. Avec un peu de chance, on retrouve peut-être le Grand Prix du Canada. Si pas l'été prochain, peut-être l'automne prochain. Et on aura fait tous les travaux, pas tous parce qu'il en reste tout le temps à faire, mais on aura fait beaucoup de travaux au centre-ville qui vont nous épargner, puis qui vont épargner les touristes, qui vont rendre notre ville encore plus intéressante à visiter, plus intéressante à habiter. Êtes-vous de l'avis de certains là, qui disent qu'il y a un peu un manque de vision, de fil conducteur dans qu'est-ce que va être Montréal dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on veut que Montréal devienne? Vers où on s'en va? Est-ce qu'il y a un manque de collaboration entre le secteur, le privé, un désir de mixité, mais un désir d'accélérer le développement? Trouvez-vous qu'on a de la misère à se trouver une direction et à tout avancer en même temps ensemble? Pas du tout. Non? Bien au contraire. J'ai la chance, par mon travail, de travailler beaucoup avec des gens à l'extérieur du pays. Et c'est vraiment intéressant comment, il y a peut-être 15-20 ans, quand on parlait de Montréal, les gens parlaient beaucoup plus du référendum de 95. C'était plus, Montréal était plus identifié à un événement politique, pas juste Montréal, le Québec. Depuis 10-15 ans, cette transformation de Montréal, surtout avec l'économie du savoir, qui est vaste, qui touche la technologie, qui touche l'intelligence artificielle, qui touche nos universités, et on a aussi gardé des grappes industrielles importantes, entre autres l'aérospatiale. Et maintenant, Montréal, elle est connue sous ses facettes. Et donc, moi, je regarde les vecteurs de croissance qu'a connu Montréal depuis ces dernières années. Puis moi, ces vecteurs-là, je les vois à long terme. Donc, moi, je suis très encouragé. Et ce plein emploi, ou presque plein emploi qu'on avait au début de l'année, on ne le retrouvera pas l'été prochain. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'on le retrouvera parce qu'on a la base. On a tout ce qu'il faut et on connaît la recette. On l'a très bien appliquée. On a sorti du four un plat impeccable en février. Et moi, je suis très confiant qu'on va en sortir un autre plat impeccable dès qu'on va sortir de la pandémie. Et puis là, on approche de la fin déjà. Mais pour terminer, un sujet toujours chaud à Montréal, le transport. Oui. Est-ce que le transport doit être une priorité pour la relance de Montréal? Puis vers où on doit s'en aller? Est-ce qu'on doit vraiment mettre de l'énergie dans le transport collectif, dans les transports de demain, ou encore donner plus de flexibilité aux automobilistes pour faciliter une transition? Très bonne question. Les autos, moi, je conduis une bagnole électrique, mais je conduis quand même une bagnole. Donc, moi, il faut que, même si c'est électrique, ça me prend un chemin pour me rendre du point A au point B. Donc, moi, j'ai peut-être réglé une partie du problème avec les gaz à effet de serre, mais je n'ai pas réglé l'autre partie du problème, c'est que moi, je prends de la place. Right? Alors, je ne prends pas un bus, je ne prends pas le métro, je l'avoue, je prends mon auto de ma maison pour venir ici. Mais le transport collectif, écoutez, avec le REM, Kate, à Montréal, je sais qu'il y a beaucoup de travaux, on parle souvent des travaux, mais je demande aux gens, soyez capables de vous projeter dans quelques années. Donc, vous allez avoir un métro, vous avez quand même un système aussi de train de banlieue, et là, vous allez avoir, ajouté à ça, vous allez avoir le REM. Alors, on va s'être doté, surtout ici à Montréal, d'un réseau de transport en commun qui va être franchement, je ne dirais pas inégalé, j'ai habité à Londres, et à Londres, ils sont pas mal bien organisés de ce côté-là aussi, mais qui va être, disons-le, dans les premières ligues, dans les premiers rangs d'une ville, d'une métropole, puis d'une ville probablement qui va avoir un réseau de transport en commun probablement plus important qu'on le croirait pour une ville de sa taille.
Alors, ça va rendre Montréal encore plus performante. Pas juste faciliter les transports pour les citoyens, ça va rendre Montréal plus habitable, ça va rendre Montréal plus intéressante et je pense aussi pour le milieu des affaires, ça va la rendre plus performante. Je crois qu'aujourd'hui, votre optimisme face à l'avenir va avoir égayé beaucoup de gens qui nous ont regardés en cette journée enneigée de novembre. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Il reste à peine quelques secondes. Est-ce qu'il y a un mot de la fin, quelque chose que vous aimeriez nous partager sur le temps des fêtes ou quoi que ce soit d'autre? Ben, moi, je dirais aux gens de faire attention. Moi, j'ai 6 enfants, mais j'en ai 3 qui sont plus à la maison. J'en ai encore 3 à la maison. Je dis aux gens de faire attention. On arrive au bout, là, pour avoir travaillé si fort. Tout le monde a travaillé si fort depuis les 7-8 derniers mois. Je pense qu'il nous reste que quelques mois pour cet effort collectif. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et je veux vous remercier, Kate, d'avoir pensé à moi pour cette capsule. Ça m'a fait vraiment plaisir de participer. Bien, merci beaucoup d'être joint à nous. C'était très intéressant, puis j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler dans un avenir prochain. Très bien, merci. Merci, au revoir.